Bonjour et bienvenue à ce forum virtuel sur l'agriculture urbaine, l'édition 2022, qui vous est présenté par la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Je suis Pierre Blain et je suis à Montréal. L'agriculture urbaine fait de plus en plus d'adeptes au Québec, et pour cause. C'est une agriculture de proximité, un passe-temps important. C'est la fraîcheur des aliments, comme nous le verrons un peu plus tard. Dans ce forum, nous irons d'abord à Vaudreuil-Dorion pour nous initier au jardin potager et découvrir les meilleures pratiques santé en jardinage. À Halifax, nous aurons un portrait de la pratique de l'agriculture urbaine donné par Sylvain Charlebois. Et dans la MRC de Bellechasse, nous rejoindrons Marthe Laverdière qui nous donnera 5 conseils pour bien réussir nos récoltes. Mais rendons-nous d'abord à Sherbrooke. Voici un message du président de la Fédération, M. Régent Paradis. Enfin, le printemps est revenu et avec lui, la joie du jardinage. En tant que président de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre forum virtuel sur l'agriculture urbaine. Ce forum est dans le cadre des Journées québécoises de l'horticulture. En 2022, l'agriculture urbaine a de plus en plus de place dans nos vies. Dû à la pandémie, jardiner est devenu une activité sécuritaire qui nous concerne tous et toutes. En effet, en plus d'être un loisir de qualité pour certains, l'agriculture urbaine est pour d'autres, je dirais même près de 50% de ceux et celles qui la pratiquent, comme nous l'expliquera notre expert, M. Charlebois, un apport important d'aliments frais de qualité. La Fédération a comme mission de vous offrir de l'information pour votre jardinage soit des plus productifs. Nous avons réuni pour vous, dans ce forum, des personnes qui vous apporteront des outils nécessaires pour la réussite de vos récoltes. Catherine Delisle vous donnera des trucs pour travailler sans vous blesser. Sylvain Charlebois vous informera des dernières tendances statistiques sur l'agriculture urbaine au Canada et au Québec. Elles seront utiles pour vos sociétés d'horticulture qui se cherchent de nouvelles façons de faire pour attirer des nouveaux membres. Sylvie Trépanier, une spécialiste membre de notre conseil d'administration, vous donnera des notions de base pour bien partir votre potager. Enfin, dans le style imagé que nous lui connaissons, Marthe Laverdière nous donnera 5 conseils pour piquer des vers. Merci, Madame Laverdière, pour votre grande générosité. Merci à notre commanditaire principal qui rend possible ce forum, le ministère de l'Éducation du Québec. Vous trouverez sur notre site Internet une source importante d'informations. Vous pourrez aussi connaître les coordonnées de nos sociétés membres partout au Québec et les contacter pour y adhérer. Et n'oubliez pas de partager vos surplus avec ceux et celles qui en auraient besoin. Bon forum, bon été et de fructueuses et succulentes récoltes. Et voilà, c'est parti. On associe l'agriculture urbaine à la santé. Encore faut-il que les efforts physiques soient eux aussi santé. Quelles sont les meilleures positions à adopter pour éviter des problèmes à court, moyen ou long terme? Quels sont les instruments à privilégier pour bien travailler? Catherine Delisle, de l'Atelier paysan, une ferme maraîchère à Vaudreuil-Dorion, nous en parle. Comment bien jardiner sans se blesser? Bonjour, je m'appelle Catherine Delisle. Je suis horticultrice et aussi cofondatrice de l'organisme l'Atelier paysan. Pour profiter pleinement de la prochaine saison de jardinage,
je vous propose quelques conseils qui vous permettront d'adopter les meilleures pratiques ergonomiques pour faciliter la tâche au jardin. La belle saison est arrivée et vous avez sûrement envie d'entreprendre vos travaux au jardin. Rappelez-vous que vos muscles ont été au repos pendant plusieurs mois. Il pourrait s'avérer judicieux de faire quelques exercices d'étirement avant et après les apparitions au jardin. En voici quelques-uns très simples à exécuter. Premier exercice intéressant, c'est nos mains. Alors, on fait des rotations simples des poignets, tout simplement. Ensuite, il faut penser à nos bras. On va allonger les bras, incliner pour bien étirer le derrière du bras. Ensuite, on fait des deux côtés. Le côté du corps est aussi très important à échauffer. On va allonger le bras et dans le prolongement de notre bras, notre côté s'étirera. On procède de la même façon de l'autre côté. Ensuite, il faut penser à notre dos. Notre dos est souvent sollicité au jardin. Alors, on cambre le dos et on s'étire les bras dans les airs comme ça pour étirer les muscles du dos. Bien sûr, les jambes, c'est les muscles en général les plus forts de notre corps. Il faut les utiliser. Alors, on fera des fentes d'un côté comme de l'autre. Et finalement, on complète avec une rotation de chacune des chevilles pour bien les échauffer. En plus d'avoir un corps bien préparé, il est essentiel d'avoir les bons outils pour faciliter l'exécution des tâches au jardin. Premier point à considérer, avoir des bons outils pour exécuter nos tâches de jardinage. On ne veut pas reprendre constamment nos actions au jardin. Alors, première chose à faire, c'est d'inspecter tous nos outils. Au besoin, on les aiguise, on les répare et, ultimement, on peut les remplacer avec des outils beaucoup plus efficaces. Débutons maintenant avec un outil absolument indispensable au jardin, la brouette. Bien choisi, cet outil permet de faciliter les opérations de transport de toutes sortes. Voilà pourquoi il est important de bien choisir cet outil de travail. La meilleure des brouettes doit allier robustesse et légèreté. Souvent, une brouette faite de matière plastique est beaucoup plus légère. Cependant, certains modèles sont moins stables lors du transport, ce qui fait que vous êtes souvent chambranlant et vous devez dépenser beaucoup plus d'énergie juste à stabiliser votre chargement. Vaut mieux sacrifier un peu de poids, le rendre plus solide, puis faciliter vos opérations de transport comme ça. Une bonne manipulation de la brouette est essentielle pour éviter plusieurs blessures. Pour la soulever, il est primordial de garder le dos droit, plier légèrement les genoux et soulever les manches avec la force de vos jambes plutôt qu'utiliser la force de vos bras et surtout votre dos. Même lorsqu'on bascule la brouette pour vider son contenu, encore une fois, il faut conserver le plus possible notre dos droit et utiliser les muscles des jambes. Je vous rappelle que ceux-ci, ce sont les muscles les plus forts de notre corps. Il faut les mettre à profit. Maintenant, parlons des pelles. Sur le marché, il existe deux types de modèles, soit le modèle à long manche et un modèle avec le manche plus court. Mais lequel choisir? En fait, il faudrait posséder les deux modèles parce qu'ils ont des avantages. Celui qui a le long manche permet de faciliter vos tâches en gardant un dos bien droit, tandis que le modèle à manche plus court vous permet de transporter des charges de façon beaucoup plus stable. Un autre outil très utile au jardin, c'est la fourche. Il existe deux modèles, encore une fois. Il y a la fourche conventionnelle qu'on connaît avec un espacement large entre les dents, puis il y a la fourche à foin. Encore une fois, c'est utile d'avoir les deux. Moi, j'utilise la fourche dite à jardin conventionnelle, un peu à la manière d'une grelinette pour décompacter le sol. On enfonce les dents, puis on décompacte le sol en renversant la fourche vers l'arrière. Une autre utilisation de la fourche, c'est aussi pour désherber des herbes bien enracinées. Cela permet de vraiment soulever et aller chercher la racine au complet. Et puis, finalement, j'utilise la fourche lors des opérations de division des vivaces. Pour ce qui est de la fourche à foin, comme son nom l'indique, elle est parfaite pour déplacer de la paille
ou pour manipuler du bois raméal fragmenté, mieux connu sous l'acronyme BRF. Un autre outil indispensable qui vous permet de faciliter vos opérations de désherbage, c'est la binette. Elle permet de vous aider à désherber votre potager tout en demeurant debout. Il existe différents types de binettes, soit la binette à fil de fer, fixe ou oscillante. Cet outil permet de vous aider à déraciner les jeunes mauvaises herbes. Cependant, si vous ne le passez pas régulièrement, il se peut que là, vous ayez affaire à des plus grosses mauvaises herbes elles seront difficiles à retirer avec ces binettes-là. Vous utiliserez, comme mentionné, la fourche mentionnée un peu plus tôt. Comment utiliser cette binette? Eh bien, vous demeurez debout, le dos bien droit, puis vous utilisez l'outil en faisant des mouvements de va-et-vient entre vos rangs de culture. C'est parfait pour déloger de petites mauvaises herbes. Pour les opérations de coupe, on néglige trop souvent l'affûtage de nos sécateurs. Il est important d'effectuer une coupe franche pour permettre à l'arbuste de bien cicatriser et éviter les maladies de les affecter. Il existe toutes sortes de sécateurs. Il y en a qui sont faits pour couper des tomates, par exemple, d'autres, toutes sortes de calibres de branches. Il y a aussi, c'est très important, d'utiliser le sécateur qui va à notre forme de notre main. Il existe des plus courts, des plus grands. Il y en existe même pour gaucher. Un outil qui est très important à avoir et qui nous accompagne dans toutes nos opérations de jardinage, ce sont les gants de jardinage. On est porté malheureusement à s'équiper de gants les moins chers possibles. Cependant, ces gants-là nous accompagnent dans toutes nos tâches. Vaut mieux qu'ils soient confortables et nous permettent d'exécuter de façon efficace nos tâches. S'ils sont trop amples, on va perdre la dextérité, on va pas être efficace, on va être obligé de reprendre constamment nos tâches. Alors moi, je préconise un gant qui est très ajusté aux mains, qui donne la sensation d'avoir les mains nues, un gant qui est flexible et qui est muni à l'intérieur d'une membrane qui donne beaucoup de dextérité dans vos mouvements. Au jardin, on utilise aussi des petits outils de courte taille. Ils sont parfaits pour exécuter des tâches à proximité. On doit toujours penser de garder notre dos droit. Si on est porté à se pencher, alors il faut réfléchir à utiliser un autre outil. Alors, les petits outils, on se rappelle, c'est pour jardiner à proximité. Si on doit se pencher pour aller plus loin, peut-être se déplacer ou utiliser un outil de plus grande portée. Finalement, avec les bons outils, il est tellement agréable de jardiner. Pour éviter les courbatures, n'oubliez pas de changer régulièrement de position. On recommande à peu près à toutes les 20 minutes d'adopter une nouvelle position. Si pour vous c'est impossible de le faire, changez tout simplement de tâche et revenez à votre tâche initiale par la suite. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse saison de jardinage. Sommes-nous nombreux, au Québec et au Canada, à pratiquer l'agriculture urbaine? Et pour quelles raisons le faisons-nous? Et ceux qui ne la pratiquent pas, qu'est-ce qui les en empêche? D'ailleurs, les choses ont-elles changé depuis le début de la pandémie de la COVID-19? Des réponses à ces questions et des données récentes avec Sylvain Charlebois, économiste spécialisé en agriculture et professeur à l'Université Dalhousie à Halifax. Un portrait de la pratique de l'agriculture urbaine au Québec. Bonjour, mon nom est Sylvain Charlebois, je suis directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Merci pour l'invitation. En fait, ça me fait plaisir de parler d'agriculture urbaine aujourd'hui avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur comme laboratoire. Ça fait déjà plusieurs années qu'on mesure, qu'on tente de bien comprendre le phénomène de l'agriculture urbaine. En fait, parce qu'on a toujours cru qu'il y a du potentiel. Et en fait, c'est un concept qui est un peu mal compris surtout. Alors, on voulait simplement vous
on voulait partager avec vous quelques données qu'on vient en fait d'amasser pour l'événement. En fait, on sonde souvent les Canadiens par rapport à leur intention de faire du jardinage. D'abord, on a un programme avec la province de Nouvelle-Écosse sur l'agriculture urbaine depuis 2 ans. Et avec les sciences analytiques spatiales, on tente de comprendre qui pousse quoi dans quelle région à travers le Canada, ce qui est super intéressant. On devrait être en mesure de déposer un premier rapport d'environ 1 an. Mais c'est pour comprendre quels sont les choix des gens par rapport à l'agriculture urbaine. Donc, c'est d'aller encore plus loin que de simplement de motiver les gens de produire et de cultiver à la maison ou évidemment, inciter les municipalités à s'organiser ou organiser les citadins pour produire davantage. Alors, d'abord, je voulais comme saluer les gens qui sont impliqués dans l'agriculture urbaine. Vous savez, avec la COVID, les choses ont bien changé. On valorise plus l'espace, valorise plus le temps que l'on a, le temps dévoué à l'alimentation. Et puis, en fait, espérant que tout ça va rester parce que là, tout d'un coup, on commence à normaliser l'économie. Et puis, bien sûr, ben, évidemment, on passe toujours à d'autres choses. Mais depuis 2 ans, on regarde, on mesure les intentions des Canadiens par rapport à l'agriculture urbaine. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même des habitudes qui demeurent, ce qui est intéressant. En 2020, 6 mois après le début de la COVID, en fait, on s'est aperçu que 17,4 des Canadiens ont décidé de faire du jardinage à la maison pour la première fois, de cultiver quelque chose. Et là, quand je parle de cultiver, là, on s'en tient aux fruits et légumes et herbes. On pense aux fines herbes, mais on exclut les animaux, la production animalière, incluant les œufs et aussi, en fait, le cannabis. Donc, on s'en tient aux fruits, légumes et fines herbes. Donc, il y a 2 ans, il y avait un engouement là, vraiment palpable. Bien, évidemment, les gens étaient à la maison, on voulait trouver quelque chose à faire, on voulait rendre l'utile à l'agréable. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ça. On s'est verticalement intégré en cuisinant et en produisant les fruits et légumes qu'on avait besoin pour pour faire de la cuisine finalement. Alors, ça, c'était il y a 2 ans. Mais là, tout récemment, on a décidé de retourner et de redemander les mêmes questions aux Canadiens, incluant les Québécois. Et je tenais à partager avec vous aujourd'hui certaines données par rapport au marché québécois. Alors, très rapidement, là, parce que on a quand même beaucoup, beaucoup de questions. On a posé beaucoup de questions, mais je veux peut-être soulever quelques réponses qui sont quand même assez intéressantes pour vous. D'abord, on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils font depuis le début de la pandémie, est-ce qu'ils cultivaient avant la pandémie. Et pour ce qui est du Québec particulièrement, 48 en fait, cultivent depuis même avant la pandémie, ce qui est quand même assez intéressant. Mais 47 des Québécois n'ont jamais cultivé et ils n'ont pas l'intention de cultiver non plus. Fait que c'est quand même plus que la moitié des Québécois qui cultivent, ce qui est un des taux les plus élevés au Canada. Donc, on voit vraiment que l'agriculture fait son chemin. Évidemment, pour ce qui est dans l'échantillonnage, 89 des gens qui ont répondu au sondage au Québec, c'est des citadins, des gens qui vivent en ville. Et quand on parle de jardinage, ce n'est pas une question d'avoir de l'espace en arrière ou en avant, c'est aussi les balcons. C'est à l'intérieur aussi. Il y a de plus en plus d'équipements qui se vendent pour, en fait, aider les ménages à produire des aliments à l'intérieur. Donc, c'est quand même important de le souligner. 6 des Québécois ont commencé un jardin avec la pandémie, 6 Et là, pour ce qui est de 2022, 8 des Québécois, cette année, ont l'intention de démarrer un jardin pour toutes sortes de raisons. Évidemment, on a demandé aux Québécois quelles sont les raisons les plus importantes. C'est là où ça devient intéressant quand on parle d'agriculture urbaine, là, parce qu'on veut comprendre le pourquoi. Bon, je pense que
tout le monde aimerait produire leurs propres fruits et légumes, mais il y a toutes sortes de contraintes dans notre vie. Il y a des motivations, puis il y a des choses qui se passent aussi qui nous amènent à ne pas faire certaines choses dans le cas du jardinage. Alors, regardons les raisons pourquoi les gens veulent faire du jardinage. La première raison, 74% des Québécois qui jardinent voient ça comme un passe-temps important. Un passe-temps, en fait, on accomplit toutes sortes de choses. Moi, malheureusement, je voyage beaucoup. On n'a pas un jardin à la maison, mais j'avais un jardin quand j'étais jeune et c'était la fierté à la récolte d'avoir, en fait, ces produits-là produits à la maison. On faisait du canage aussi à l'époque, beaucoup de canage, blé d'Inde, patates, cocombes, tout ça. Donc, il y a les tomates aussi, donc on était un peu fiers. Puis c'est beaucoup de travail, hein. Il y a une chose qu'on a remarqué avec la pandémie, en parlant aux gens, c'est que les gens qui ont voulu faire du jardinage se sont aperçus aussi que le jardinage est beaucoup, beaucoup de travail. On va y revenir à ça. 49% des gens, et ça c'est intéressant, 49% des gens veulent avoir un jardin à la maison pour la qualité des aliments, la fraîcheur des aliments. On prétend que la qualité et fraîcheur des aliments à la maison sont supérieures aux produits qu'on retrouve au magasin. Jusqu'à un certain point, c'est vrai, parce que on parle de cette perception. Là, évidemment, on ne mesure pas scientifiquement si c'est plus frais, si c'est plus bon, etc. C'est une question de perception, mais les perceptions affectent l'expérience. Et donc, si quelqu'un est fier de produire une tomate, un concombre, un navet, des carottes à la maison, et puis on pense sincèrement que c'est meilleur pour la santé, mais ça risque d'être meilleur pour la santé. C'est une question de mentalité, c'est une question de perception. C'est pas rien, ça. En fait, on le voit dans les sciences que c'est pas toujours fondé, ce genre de sentiment-là, mais par contre, si ça intéresse les gens, c'est important de le reconnaître aussi en même temps. Donc, 41% des gens le font pour épargner de l'argent. Là-dessus, je ne suis pas sûr que c'est le cas, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce qu'on sauve de l'argent? Est-ce qu'on épargne de l'argent en jardinant? Ce n'est pas clair parce qu'il faut quand même acheter de l'équipement, c'est du temps, etc. Et souvent, on manque notre coût, on n'a pas de récolte, etc. Donc, c'est quand même de l'argent. Et puis, c'est pas facile. C'est sûr que la grande majorité des gens pensent qu'ils sauvent de l'argent, mais c'est 41%, ce qui est beaucoup. Dans les faits, ce nous, on a réalisé, c'est que plus qu'on en fait à chaque année, plus qu'on va être en mesure de sauver de l'argent parce qu'on peut amortir, évidemment, l'équipement et les choses qu'on a achetées. C'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est pour ça que souvent, quand les gens m'appellent pour me demander est-ce qu'on sauve de l'argent en jardinant? Oui. Par contre, si on le fait juste un an, c'est là que ça risque de coûter cher. 12% des gens, écoutez, 12% des gens jardinent parce qu'ils ont peur d'une pénurie. Imaginez, au Canada, là, au Québec, on pense qu'il pourrait y avoir une pénurie de 12%. Donc, c'est quand même plus qu'un un jardin, propriétaire de jardin sur 10 qui pense qu'il pourrait y avoir une pénurie d'aliments. Donc, c'est énorme, là. Donc, on voit que l'inquiétude est palpable. Et 3 ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en 2020, c'est que 3 veulent jardiner pour revendre. Donc, on revend. Il y a de plus en plus de gens qui ont développé un réseau. Il y a des gens qui ont un grand parterre. On a décidé, bon, je suis bien de peut-être de rendre utile à l'agréable et générer un revenu supplémentaire en produisant des fruits et légumes à la maison. 3 c'est quand même pas mal là, au Québec. Mais il y a aussi une initiative d'agriculture de proximité qui est menée par le MAPAC que je salue. Il y a plus de 140 fermes de proximité qui permettent à des citadins, des anciens citadins, à produire eux-mêmes en région. Parce qu'on sait bien qu'avec la COVID, il y a un intérêt particulier pour les régions. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Montréal. On sait bien qu'il y a une dépopulation à Montréal depuis 2 ans pour s'installer, que ce soit sur la rive nord, sur la rive sud, en campagne où il y a de l'espace. Et en même temps, on produit des aliments. Mais il y a une organisation institutionnelle qui offre, qui supporte ces agriculteurs-là, les novices de l'agriculture, pour justement produire, trouver un marché,
bien s'organiser, avoir des connaissances, etc. Donc, très intéressant comme concept. Et on le voit de plus en plus, les gens voient l'agriculture comme étant, en fait, un passe-temps qui peut rapporter à leur propre famille, à eux-mêmes, mais aussi à d'autres personnes en même temps. Donc, ça, c'est les raisons pour ce qui est de l'agriculture urbaine. Pour ce qui est des raisons contre, d'abord, je ne pense pas que vous allez être surpris, là, mais 55% des Québécois qui ne cultivent pas n'ont pas d'espace. Ou sans qu'ils n'ont pas d'espace, on veut qu'ils jardinent en arrière, dans la cour, mais on ne peut pas. Donc, ça, c'est un problème. 55%. 39% n'ont pas le temps. Donc, et pour tous les gens qui nous écoutent, qui ont déjà jardiné, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Si on veut bien faire les choses, si on veut avoir une bonne production, il faut arroser fréquemment, il faut s'assurer que le sol est en santé. D'apprendre le sol aussi, c'est important parce que tout dépendant où est notre jardin, la luminosité, l'effet du soleil, etc., l'ombre, il faut apprendre là, avec les années là, où est situé le jardin, qu'est-ce qui pousse mieux que d'autres, quel engrais on peut utiliser. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses auxquelles on doit penser. 27% des gens manque de connaissances. Ils ne savent pas trop comment commencer, ils ne savent pas trop comment faire. Ils vont vont aller en magasin, s'informer, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, c'est un quart du monde qui, quand même, ne se sentent pas à l'aise pour le jardinage. Et 6% le coût, ça coûte cher, évidemment. Donc, quand on regarde les grandes raisons pourquoi que les gens ne cultivent pas, c'est quand même assez important. Donc, pour ce qui est des villes, évidemment, dans notre travail au laboratoire, on travaille avec les villes et aussi les commissions scolaires, à savoir, bon, quel rôle eux peuvent jouer pour, en fait, augmenter l'importance de l'agriculture urbaine. Quand on pense au manque d'espace, quand on pense au temps, quand on pense aussi aux connaissances, bien, dans le fond, l'agriculture urbaine, ce n'est pas juste une question de production. C'est une question de connaissance, c'est une question de réseautage, c'est d'amener les gens autour d'un même objectif, de travailler ensemble, de partager, pas juste des légumes et des fruits, mais partager aussi des connaissances pour mieux produire, etc. Et puis les jardins communautaires, en fait, offrent un peu ça, offrent de l'espace, offrent des connaissances, offrent et souvent, c'est ce que je dis aux gens, au lieu de commencer à la maison, si vous avez un manque d'espace ou un manque de temps ou même un manque de connaissances, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez faire, bien, allez dans un centre, un jardin communautaire et vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes qui font du jardinage depuis plusieurs années, qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien qu'est-ce qui se passe. Parce que dans le jardinage, il faut du coaching, il faut du mentorat, plus que l'on pense. Moi, je me souviens, mon grand-père était agronome quand je vieillissais au Québec. Et puis, il était constamment dans notre jardin pour me dire telle affaire à ma mère, à moi, à mes frères, il fallait faire certaines choses. Puis ça l'aidait beaucoup. Dans le fond, c'était du mentorat familial, on s'entend, mais c'était du mentorat que d'autres personnes, les voisins, n'avaient pas. Puis, tout le monde avait un jardin, mais je peux vous dire, c'est sûr que notre jardin était beau, là, parce que c'était notre jardin, mais on produisait beaucoup. On était beaucoup de garçons. Durant les années 70-80, l'inflation alimentaire était à peu près était un problème assez majeur. Comme on en parle beaucoup ces temps-ci, évidemment, les gens étaient préoccupés et préoccupés par l'inflation alimentaire. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de canage, en fait, en famille, à l'automne, beaucoup, beaucoup de canage. C'était incroyable. On passait des semaines, là, à partir de mi-août là, jusqu'à la fin septembre, là, pratiquement à toutes les fins de semaine, là, ben, tous les jours avant que l'école commence. Et une fois que l'école commençait, ben, c'était pratiquement à chaque soir, beaucoup, beaucoup de canage. Et puis l'hiver, on allait constamment en bas pour aller chercher notre récolte.
préservés. C'était vraiment plaisant. À Noël, à Pâques, etc., on mangeait la récolte de l'année passée, ce qui est toujours plaisant. Mais c'est ces connaissances-là qui sont importantes. C'est pour ça que l'agriculture urbaine, c'est un concept qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup de pouvoir parce que ça rassemble les gens le plus possible. Depuis la COVID, moi, je trouve que d'abord, la société, à mon avis, a changé beaucoup, je pense, pour ce qui est de l'alimentation de façon générale. C'est dû au fait que les gens vont travailler plus à la maison. D'ailleurs, selon nos calculs au laboratoire, en moyenne, 70% du marché du travail des employés au Québec vont travailler au moins 5 jours par mois à la maison. Donc, c'est du temps à la maison. Et donc, on a redéfini notre environnement domestique avec le COVID. On a d'autres rôles à jouer. On cuisine, on produit, etc. Alors, j'ai l'impression que ça ne partira pas, là. On va avoir de plus en plus cet engouement-là vers le jardinage. L'autre aspect, c'est le fait que beaucoup de gens ont quitté les villes, s'installent en campagne, veulent produire davantage, et ça ne disparaîtra pas non plus. Je pense que aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions, veulent se rapprocher de la terre. Mais ce que je m'aperçois aussi, c'est que de plus en plus, il y a une reconnaissance, surtout au Québec, en fait, que l'agriculture, là, ça appartient pas juste aux agriculteurs, ça appartient à tout le monde. Puis je pense que le MAPAC, en premier, serait prêt à reconnaître ça. De par les programmes qu'on a vus récemment, je vois vraiment que justement, on tente d'octroyer un pouvoir supplémentaire à des citadins qui veulent justement faire une différence, qui veulent produire davantage des fruits et légumes un peu partout. C'est une excellente nouvelle parce que plus qu'on s'approprie de la production agraire de notre société, plus qu'on s'en contrôle, plus qu'on s'en informe aussi, moins qu'il va y avoir panique, plus qu'on va apprécier le travail des agriculteurs, plus qu'on va apprécier aussi ce que nos terres offrent. Et les terres au Québec sont extrêmement riches. Moi, j'ai vécu en Montérégie où les terres sont extrêmement, extrêmement riches. Alors, ça, c'est une chose que je voulais souligner. Et la valorisation de l'espace aussi est très importante, à mon avis. Et puis, de plus en plus, les gens regardent l'espace et se disent ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et pas juste de jouer, pas juste de faire des passe-temps, mais c'est aussi de récolter, de faire travailler notre espace, notre territoire par la bouffe. Vous savez, depuis 2 ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de conversations par rapport à la sécurité alimentaire, que ce soit au Canada, que ce soit à travers le monde. Les gens sont de plus en plus préoccupés par ça. Qu'on soit un pays riche ou non, il y a toujours une certaine vulnérabilité. Et il y a quelqu'un qui m'avait demandé à un moment donné, Sylvain, est-ce que tu es inquiet de notre sécurité alimentaire au Canada? J'ai dit, ben oui, absolument. Je suis inquiet à tous les jours. Puis je pense que tout le monde devrait être inquiet, mais d'une bonne façon pour qu'on puisse planifier et penser à notre système de production alimentaire. Mais de façon générale, bon, il y a la province, il y a le fédéral qui s'active beaucoup, mais au niveau municipal, je pense qu'il y a énormément à faire. Les villes ont déjà fait beaucoup. On voit justement qu'il y a plusieurs initiatives au niveau de la sécurité alimentaire, coop, bon, on voit aussi les cantines mobiles, etc. Mais pour ce qui est de l'agriculture, moi, je vois 2 volets importants pour la société. C'est évidemment la sécurité alimentaire, mais surtout l'éducation. Plus qu'on rapproche l'agriculture de la ville, où en fait, dans le fond, avec la COVID, on a vu la ville s'approcher de la campagne, mais plus qu'on approche la campagne à la ville, plus que les gens vont être éduqués et vont apprécier les produits qu'ils vont acheter en magasin. Et c'est tant mieux. Alors, c'est ma courte présentation pour vous aujourd'hui, en espérant que ça l'a aidé beaucoup à mieux comprendre les enjeux de l'agriculture urbaine. Moi, je vois qu'il y a un avenir vraiment qui promet pour ce qui est de l'agriculture urbaine, que ce soit au Québec ou ailleurs, là. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de différent par rapport à avant la COVID. Puis j'ai l'impression qu'on risque de voir de plus en plus de belles initiatives à l'avenir, ici au Canada.
Merci bien. Au revoir. Et nous sommes de retour à Vaudeuil-Dorion pour la prochaine présentation où nous vous parlerons de la création d'un jardin potager, des accessoires nécessaires pour sa réalisation, des soins apportés au jardin tout au long des saisons, de la culture en carré et de la culture bio-intensive. Elle est une jardinière d'expérience, membre d'une société d'horticulture et vice-présidente de la Fédération des sociétés d'horticulture. Initiation au jardin potager avec Sylvie Trépanier. Bonjour, mon nom est Sylvie Trépanier. Je jardine depuis près de 35 ans et je suis membre d'une société d'horticulture et d'écologie depuis près de 30 ans. Dans cette présentation, nous parlerons d'accessoires ou de ce que j'appelle des aides techniques pour nous faciliter la vie au jardin. Quelles sont ces aides techniques-là? Le plus important, ne riez pas, mais le plus important, c'est le carnet de notes. Il n'y a pas à être gros, un petit calepin suffit, crayon, et de toute façon, votre calepin va être plein de taches de terre à la fin de la saison, mais c'est important de noter quand on sème ou on plante, quand apparaît la première fleur, quand je fertilise, quand j'ai vu le premier insecte ravageur ou pollinisateur, ou les premières récoltes, toutes ces informations-là doivent apparaître, idéalement, dans notre carnet de notes et on pourra y référer plus tard, pendant la saison morte, pour voir quel correctif on doit apporter au jardin. L'autre aide technique que j'aime bien, qui est importante au jardin, c'est les engrais. Engrais, compost. Le compost n'est pas un engrais, c'est un amendement. Mais en ce qui concerne les engrais, je vais nommer une compagnie, mais je suis certaine que vous en connaissez d'autres. Donc, Actisol, avec les petits chiffres 5, 3, 2 dans le bas de la... Donc, Actisol, avec les petits chiffres en bas 5, 3, 2, qui est un engrais tout usage pour les feuillages, les racines. Et aussi le 4-6-8 qu'on utilise dès qu'on voit les fleurs apparaître. Évidemment, ça concerne surtout tout ce qui est solanacée, cucurbitacée, dans la production des fleurs. Je vais vous expliquer plus tard un petit peu plus là, ces techniques-là. Une autre aide technique importante, c'est peut-être les pièges à insectes. Ce sont des petits carrés, habituellement, ce sont des petits carrés jaunes collants qu'on installe ou qu'on suspend au-dessus de nos plantes. Ça a quand même le défaut de leur qualité, en ce sens qu'ils attirent les mauvais insectes, c'est parfait, mais aussi certains bons insectes. Donc, il s'agit encore là de voir l'importance du contrôle des insectes pour nous, si c'est facile de le faire différemment. Il y a toujours la méthode de la récolte manuelle et on les noie dans de l'eau savonneuse, ces fichus insectes-là. Mais encore là, libre à vous d'utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Aussi, les filets anti-insectes. Les filets anti-insectes sont très... ils finissent par être... C'est coûteux à l'achat, surtout avec les arceaux et tout, mais ils sont réutilisables. Encore là, c'est un moyen pour nous aider. Ce n'est pas magique, en ce sens que si on ne soulève jamais le filet pendant la saison, on risque de se retrouver avec des petites surprises parce qu'on a peut-être des larves qui ont hiverné dans le sol et qui n'attendaient que les légumes soient plantés ou semés pour s'en nourrir. Donc, on fait quand même attention. On risque toujours d'avoir des surprises. C'est nous, hein? C'est nous le boss du potager. Ce n'est pas ces outils techniques-là. Comment lire un sachet de semences? Alors, si on regarde ici, on a deux variétés de carottes. Une qu'on appelle les doigts de sorcière et l'autre qui est la Red Cord chantonnée.
Alors, un semencier qui se respecte, n'est-ce pas, a une belle photo de de la semence, en fait, du produit final. On a le nom ici. On a ici tout en dessous le nombre de semences approximatives par gramme, par 2 grammes, selon la variété de semences. De l'autre côté, si on le retourne, on voit, je vais prendre la chantenay ici, on voit ici un rappel du nom avec une brève description de la carotte comme telle, parce qu'on parle de carotte ici. Si on les compare, on se rend compte que la description est différente. Ce qu'on retrouve aussi, c'est un tableau nous indiquant quand semer, où semer, à l'intérieur, à l'extérieur, à quelle distance, à quelle profondeur, à quelle distance chaque allée, si vous voulez, ou chaque sillon de semis, le temps que ça prend pour germer et le temps que ça prend approximatif pour être en mesure d'avoir des belles récoltes. Ce qu'on retrouve aussi, on le voit ici, c'est une petite étiquette nous disant l'année de mise en marché. Ici, on a des carottes de 2021. Je trouve ça super intéressant de parler des carottes 2021. Et on retrouve ici une certification. Oups, je vais la mettre en français, ça va être mieux pour vous. Une certification comme quoi, la certification Écocert. Devrions-nous jeter nos semences 2020-2021? Pas du tout. Si on se questionne sur la viabilité de nos semences, on peut toujours faire un petit test de germination. 10 semences sur un papier essuie-tout humide, qu'on replie, qu'on met dans un sac Ziploc. On attend quelques jours et on voit lesquelles ont germé. Alors, 6 semences sur 10 qui ont germé nous indiquent que 60% de nos semences sont quand même viables. Exception à la règle, les oignons. Les oignons, les poireaux, tout ce qui est de la famille des Aliacées. Les semences doivent être le plus frais possible parce que leur temps leur vie, finalement, est très, très limité. Et si on veut s'éviter des frustrations, il est préférable d'utiliser des semences fraîches, dis-je, c'est un exercice de diction, plutôt que d'utiliser de vieilles semences. On me demande souvent, qu'est-ce que la méthode de culture en carré? Cette méthode de culture a été développée par Mel Bartholomew dans les années 80, alors qu'il se questionnait sur la surface minimale que pouvaient utiliser certains légumes pour bien pousser. Par exemple, dans un carré d'un pied par un pied, on peut on peut semer 16 carottes, 9 navets, 9 betteraves, par exemple, et ça permet de cultiver sur de très, très, très petites surfaces. Il a aussi évalué qu'un jardinet de 16 pieds carrés était suffisant pour nourrir une personne pendant la belle saison. Donc, le calcul est quand même facile à faire. On est 2, on a besoin de 32 pieds carrés, 3, 48 pieds carrés, mais en même temps, on n'est pas obligé de les avoir tous au même endroit sur le terrain. On peut avoir quelques carrés de dissimuler derrière le garage ou le cabanon et y faire grimper les tomates, les concombres, les haricots grimpants. On peut avoir les fines herbes près de la maison, etc., etc. Donc, on se rend compte qu'on peut quand même cultiver sur de très petites surfaces. Une autre chose qui nous a, mettons, qui a fait ressortir de cette méthode-là, c'est qu'on pouvait aussi semer, cultiver de façon successive. Donc, on n'est pas obligé d'avoir, en semant, à toutes les 2 semaines, on répartit nos récoltes pendant la saison plutôt que de se retrouver avec un frigo, exemple, plein de laitue, et qu'il nous manque des amis, finalement, pour les répartir. Surtout, et aussi cette technique demande très, très peu d'outils. OK? Des petits outils à main, rien de mécanique, rien d'électrique, seulement que quelques petits outils à main.
Cette méthode est aussi facilement adaptable pour ceux qui ont des problèmes de mobilité. Aussi, finalement, comme tout est semé tellement de façon concentrée, ça laisse peu de place aux mauvaises herbes. L'entretien du potager est quand même grandement réduit grâce à cette super concentration de légumes sur une petite surface comme ça. Je viens de vous parler de la méthode de culture en carré. Maintenant, qu'est-ce que la méthode de culture bio-intensive? Cette méthode de culture s'inspire des grandes cultures, donc des rangs de culture, des allées, des rangs de culture, des allées. Les maraîchers ont réussi à adapter cette méthode de culture-là en créant des lits de plantation, des planches, ils les appellent des planches de semis ou de culture, des planches de culture de 75 cm suivies d'une allée de 45 cm pour un total d'1,20 m. Personnellement, je ne suis pas une maraîchère, je suis une jardinière. Je trouve que le 45 cm d'allée est peut-être un petit peu trop étroit pour répondre aux besoins de monsieur et madame tout le monde, mais rien ne vous empêche de garder la planche de culture de 75 cm et d'avoir une allée un petit peu plus large pour qui répond mieux à vos besoins. La chose qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est qu'on préfère cultiver des légumes plutôt que des allées. Donc, c'est la raison pour laquelle cette méthode de culture-là vraiment tient compte a des espaces, a des allées vraiment étroites. C'est vraiment fait pour les professionnels qui savent vraiment où mettre les pieds et ne pas mettre les pieds dans les planches de culture. On est ici à l'atelier paysan où on cultive plusieurs planches de culture en méthode bio-intensive. Si on regarde cette planche-là ici, on voit qu'on a quand même deux sillons de pois qui sont en bonne forme. Et particularité, on a aussi un système d'arrosage automatique. Alors, on actionne ici avec la petite clé. Si on a besoin d'arroser, on la met à on, en langage chinois, ou encore on la met à off quand on a terminé, ou quand il y a une pluie, ou quand on réalise tout simplement qu'elles ont été assez irriguées. De part et d'autre de cette planche, vous voyez ici des planches qui ont été occultées, c'est-à-dire qu'on a déposé une toile d'occultation pour réduire notre travail, pour éviter que les mauvaises herbes poussent. C'est des planches qui vont être plantées ou semées beaucoup plus tard avec des légumes qu'on dit des légumes chauds. Donc, tomates, poivrons, aubergines, concombres, toute la famille des cucurbitacées. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de ces planches-là tout de suite. On n'aura qu'à le faire au moment où on enlève les toiles, on prépare le sol et on plante. Quels sont les soins à apporter pendant la belle saison au potager? Arrosage, désherbage, fertilisation, récolte. L'arrosage, c'est probablement le geste le plus important à faire au potager. On a l'impression que quand on arrose, la terre a changé de couleur, on pense qu'on a fait notre travail. Non, 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 non. Souvent, si on gratte le sol, on se rend compte que le sol est très, très sec. Donc, il faut repasser, il faut vraiment arroser pendant une certaine période pour que l'eau puisse percoler dans le sol et atteindre vraiment nos objectifs d'arrosage finalement. Le désherbage est très important aussi. Il y a toujours une compétition. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'autant de nutriments. On veut cultiver des légumes, pas des mauvaises herbes. Et la fertilisation. Tantôt, je vous ai parlé d'Actisol 5,3,2 et d'Actisol 4,6,8. On utilise le 5,3,2 ou cette formulation-là pour, en début de saison, pour avoir un beau feuillage, pour avoir des légumes en santé, en fait, pour donner la chance aux coureurs. Si on cultive des légumes
fruits, tomates, concombres, courges, aubergines, poivrons. Dès l'apparition des fleurs, on va changer la formulation pour du 4-6-8 pour vraiment favoriser le développement des fleurs et des fruits, de fruits sains et de fruits vraiment riches en éléments nutritifs et non pas des petites affaires faiblardes. On peut aussi faire des applications foliaires d'algues marines ou d'hydrolysat de poisson une fois par semaine. On le fait en alternance pour donner un petit peu de... Moi, j'appelle ça donner une petite friandise à nos plants. Donc, pour combler les manques à gagner, on utilise les engrais 5-3-3 ou 5-3-2 ou 4-6-8 une fois par mois et on complète avec les hydrolysats ou les algues marines une fois par semaine. Une fois les récoltes terminées, à la fin de la saison, à l'automne, on nettoie le jardin. On nettoie le potager le plus possible. On y applique soit une petite couche de paille ou encore quelque chose qui est gratuit, des feuilles déchiquetées à l'automne, donc une bonne épaisseur pour permettre au jardin en fait, pour réduire l'érosion et l'érosion due à l'eau, les pluies automnales, l'érosion due au vent. Et on protège notre jardin comme ça. On peut même y rajouter une toile noire, une bâche noire ou un géotextile pour éviter que les mauvaises herbes poussent trop rapidement au printemps et ont peut-être un petit peu la chance de mourir aussi au feuilleton. Donc, nous permettre d'avoir un jardin, un terreau plus meuble au printemps suivant. En conclusion, voilà ici les tâches qu'on a à faire au potager. C'est pas compliqué, je les résume. On arrose, on désherbe, on fertilise, on s'amuse, on récolte, on peut ressemer aussi si la saison le permet, si le temps qui nous reste nous permet. Et aussi, à l'automne, on prépare déjà notre potager pour l'année suivante. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente saison de jardinage. Je vous souhaite de belles récoltes à partager avec des amis. Et si vous avez besoin de trucs additionnels, la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec est là pour vous. Bonne saison de jardinage. Marthe Laverdière est désormais bien connue depuis qu'elle diffuse sur Facebook des conseils en jardinage. Elle donne des conférences et on la voit surtout régulièrement à la télévision. Nous avons la chance aujourd'hui qu'elle nous donne 5 conseils pour bien réussir ses récoltes, tout en évitant 5 erreurs. Bonjour tout le monde, il me fait plaisir de participer à votre événement. On m'a demandé de parler des erreurs majeures que je vois moi au jardin potager. Alors, j'ai marqué quelques erreurs, j'en ai marqué 5 et on va y aller comme ça, d'accord? Premièrement, savoir nourrir sa terre. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une bonne terre, on achète ça en poche ou au troc. Non, une terre, ça se fait d'année en année. Si on regarde le bois, qui met de l'engrais aussi ou ça dans le bois? Pourtant, tout est vert et très luxuriant. Donc, pourquoi? Les feuilles vont tomber au sol, il y a du bois mort qui tombe au sol, il y a des petits cotons de fleurs qui tombent au sol, et tout ça rentre en décomposition puis donne de l'humus qui va donner une terre très, très riche. Donc, on va essayer d'imiter ce que le bois fait. Je me dis, ça fait des millions d'années qu'il le fait, bâtard, il doit savoir qu'est-ce qu'il fait, Fait qu'on va faire pareil. Donc, pour nourrir sa terre, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre nos feuilles l'automne. On va mélanger nos feuilles qu'on va hacher l'automne. Très important, ça va nous donner un engrais carbone. Vous pouvez mettre vos hachures de gazon quand le pissenlit est passé. Et surtout, si vous ne traitez pas votre gazon avec des produits chimiques. On est dans un jardin potager, on va essayer de rester le plus bio possible. Alors, moi, ce que je fais, les hachures, je les laisse au sol une journée. Quand ils sont secs un peu, je les ramasse puis je les mélange. Ça va donner un engrais azoté. D'accord? On peut mettre nos coquilles d'œufs, bien sûr, tout au long de la saison.
On peut mettre le marc de café, hein, en mettre ici et là. On peut mettre aussi le thé, etc. Donc, tout ce qui peut se décomposer, qui va donner une valeur ajoutée à notre terre, on va le garder puis on va le mettre d'année en année. Et c'est comme ça que votre terre, elle va venir, qu'elle va avoir de l'humus, qu'elle va devenir plus légère. Parce que si vous mettez juste du compost acheté en sac, les vers de terre ne viennent pas dans votre compost. Pourquoi? Parce que les vers de terre se nourrissent de déchets qui sont après compostés. Hein, ça lui prend de la fibre. Tandis que si vous achetez des poches de compost, c'est déjà dépassé le stade de l'humus, c'est rendu en terre. Les vers de terre ne sont pas intéressés à ça. Puis on veut des vers de terre pour l'aération, puis pour qu'ils laissent aussi les excréments qui vont nous donner encore de l'engrais dans notre jardin. Hein? Ensuite, l'importance de la rotation des cultures. Puis ça, c'est pas compliqué. On va se diviser ça en 4. Hein? On a les légumes feuilles, on a les légumes racines. Hein? Quand on dit les feuilles, c'est la salade, le chou, le musclin, les épinards. Les racines, les carottes, les bêtes, les panais, alléluia. On a les fleurs, ça veut dire les tomates, les concombres, les courges, ainsi de suite. Et on a les légumineuses. OK? Donc ça, c'est 4 groupes bien distincts dans votre jardin. Ces 4 groupes-là vont manger des choses différentes. Donc, on ne plantera pas 2 années de suite la même catégorie à la même place. Si, exemple, vous plantez toujours la salade à la même place, la salade, elle demande beaucoup d'azote au sol. À un moment donné, vous allez vous ramasser avec une carence en azote là. Donc, si on change, hein, comme les racines demandent plus de potassium, les légumes fleurs demandent plus de phosphore, et les légumineuses ont cette magnifique faculté de capter l'azote de l'air pour le redistribuer ensuite dans la terre. Donc, faites-vous toujours un plan de votre jardin et d'année en année, vous allez inverser ces 4 groupes-là pour qu'ils ne soient jamais à la même place. On va faire une rotation de 4 ans comme ça. Et là, vous allez beaucoup moins donner de carence à votre terre. Ça va être beaucoup plus équilibré. C'est ça qu'on veut. L'équilibre bâtard, c'est ça qu'on veut dans la vie. Alors, c'est pareil pour votre jardin. Les insectes. Il faut comprendre, c'est quoi qui attire, exemple, la mouche de la carotte ou la mouche de l'oignon ou la teigne du poireau à venir dans votre jardin ou les bébêtes à patates. Les insectes sont attirés par 2 choses, la couleur et l'odeur. Donc, il faut à un moment donné comprendre que si l'insecte travaille avec ces 2 choses-là, on va essayer de brouiller les pistes en faisant des jardins mélangés. Exemple, si à chaque année, tu plantes 4 ans de carottes back-to-back comme ça, bien, c'est pas dur pour une mouche de la carotte d'aller sniffer tes carottes. Elle t'a une platée de carottes à la même place. Donc, c'est sûr qu'elle va aller pondre. Elle les repère très facilement. Pareil pour les oignons, pareil pour le poireau. Mais si tu plantes un petit bout de carotte, après ça, tu mets de la salade. Là, tu peux mettre des fleurs, ainsi de suite. Puis tu mélanges tout comme ça. Elle va être déstabilisée. Puis mettez des fines herbes dans votre jardin. L'odeur des fines herbes, ça les déstabilise. D'accord? Mais si vous ne venez pas à bout des insectes en les déstabilisant, allez pas vers les produits chimiques. Gardons-nous en santé surtout. On va aller travailler avec un purin répulsif. C'est quoi un purin? C'est une macération de plantes qui est insecticide qu'on va s'en servir. Fait que c'est carrément bio. D'accord? Moi, une que j'aime beaucoup, c'est la thanasie et non l'euthanasie. Hein? Donc, chez moi, l'euthanasie, on va aller sur la thanasie. Ça pousse dans les fossés à plusieurs places au Québec. C'est une vivace. Donc, aussitôt qu'elle pousse la thanasie, on va aller couper les cotons. Ça peut être les fleurs aussi, pourvu qu'on garde la racine pour qu'elle revienne d'autres années. On va mettre ça dans une chaudière en plastique, le 2/3 de thanasie, puis on va remplir la chaudière d'eau. Mettez un poids pour que les fleurs restent au fond et pour pas que ça remonte. On va venir mettre un linge par là-dessus, puis on va mettre ça dans le fond de la cour. Parce que ça va macérer, ça va fermenter. Hein? Ça porte pas le nom purin pour rien, ça sent le vieux taouin. Fait que va pas mettre ça à ton barbecue parce que tu peux être sûr que des hot dogs, tu n'en mangeras pas de l'été. Une fois par jour, tu vas enlever ta guenille, ta roche, puis tu vas venir brasser ça. Au bout d'à peu près 9 à 10 jours, tu vas voir, l'eau vient comme brunâtre. Hein? La plante va avoir donné ses huiles essentielles. Tu vas couler ça. Tu vas prendre 20% de ce bouillon-là
pour 80 d'eau, puis tu vas arroser une fois semaine la terre, les plants avec un arrosoir à pomme douce, ou est-ce qu'habituellement, il y a des insectes qui viennent? Tu le sais que si tu heurtes tes patates, si tu fais rien, tu vas avoir la dorifort. Donc, commence tout de suite, on arrose, et avec ça, on les tue pas. C'est un répulsif. Donc, tu peux en avoir 3, 4, 5, mais pas assez pour nuire à ta récolte. Soyons indulgents avec les insectes. Toujours, on les repousse, mais on ne veut pas les tuer. Hein, parce que quand on tue un insecte avec un produit chimique, l'insecte va mourir au sol, c'est le crapaud qui va le manger, le crapaud va mourir, et ainsi de suite, on va s'en aller comme ça. Le dernier élément que je veux te montrer, pailler au jardin. On a des canicules de plus en plus importantes durant l'été. Hein? Le réchauffement de la planète nous fait vivre ça. Donc, il faut absolument pailler nos jardins l'été. Paillez pas avec du paillis de conifères parce que l'eau, quand il mouille, ça passe au travers du paillis puis ça dégage une acidité pour la terre. Donc, allez-y avec des paillis naturels. De la paille, des feuilles mortes que vous avez ramassées l'automne puis que vous avez gardées. Ça peut être du foin. Mais allez-y avec des choses naturelles qui, comme dans le bois, vont se décomposer normalement, en même temps vont enrichir votre terre. Là-dessus, on ne lâche pas tout le monde, puis je vous souhaite un super de bel été. Bye-bye! Nous profitons de ce forum pour vous inviter à nous faire parvenir vos trucs et conseils en courtes capsules vidéo. C'est simple, 1 ou 2 minutes tout au plus, en utilisant votre cellulaire, en le plaçant à l'horizontale. Nous nous occuperons de faire le montage. Profitez du printemps, de l'été et de l'automne pour vous filmer et nous envoyer vos trucs et conseils. Nous les partagerons au courant de l'année sur notre compte Facebook ou encore lors du prochain forum. Et d'ailleurs, en voici une courte vidéo de M. Falardeau à Québec. Fait que je nettoie mes tonnes de violon. OK. Fait que là, j'en ai un sac. Là, ben, je te dis à passer avec mon petit manche. Là, c'est sûr que ça va faire du bruit. Regarde déjà la fibre s'en va. Hein? Viens voir le résultat. Hein? On le voit-tu comme faux? Ouais. Hein? C'est tout clé. C'est merveilleux. On pèse sur stop et on l'arrête. Et voilà, c'est ce qui complète cette édition 2022 du Forum sur l'agriculture urbaine qui vous a été présenté par la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Nous souhaitons que les conseils fournis dans ce forum vous seront utiles et que vous pourrez les mettre à profit. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à ce forum. Merci à vous d'avoir été là. Sur ce, comme tous les autres avant moi, je vous souhaite un bel été, beaucoup de soleil, un peu de pluie, de belles récoltes et surtout, beaucoup de plaisir. Merci et à l'année prochaine. Et voilà, c'est parti. On associe l'agriculture. Des petits trucs En fait, je vais vous... Utilisez-les aussi. Et ultimement, s'ils ne vous conviennent pas, Je vous encourage à... Je suis Pierre Blais. Et ça nous permet vraiment
elle est parfaite pour déplacer de la paille ou du bois